Bonjour à tous, bienvenue au canal Rogers. Je suis ici avec Enrico Valente, l'organisateur de la course du maire pour la charité. Enrico, voici ton opportunité de nous dire quelques mots sur cet événement. Ça déroule très bien jusqu'à la date aujourd'hui. J'ai été ici plus tôt et tout va bien. Alors, comment ça se passe de ton côté? Merci Sylvain. Merci à Rogers de nous avoir invités à participer puis d'être ici pour couvrir l'événement. L'événement est très important en ce sens qu'on avait deux objectifs principalement. Un, c'était de faire la promotion du karting comme tel parce que les gens ont rarement la chance d'aller voir des courses où il y a de la vitesse, il y a de l'excitation, etc., comme Formule 1 ou Indy. Ils n'ont pas tellement d'occasion pour ça. Donc, le karting, c'est très accessible à tous. Et donc, on voulait en faire un événement régional qui pouvait atteindre cet objectif-là. Je pense qu'on l'a atteint. Deuxièmement, on voulait aussi remettre à la communauté de quelque façon originale, créative. Et on a trouvé nécessairement la Coupe du maire qui tombait pile dans cette philosophie-là parce qu'on pouvait démontrer les bienfaits du sport et en même temps impliquer la communauté pour qu'on amasse des fonds. Fait qu'on a atteint aussi cet objectif-là. L'an passé, avec les équipes qui se sont présentées, on vient juste de terminer l'orientation des équipes de cette année, on a réussi à amasser 35 000 et cette année, on espère en faire autant. Donc, on serait rendu à près de le double. Donc, c'est notre souhait, c'est notre raison d'être. Merci bien, Enrico. Pour ma part, puis étant donné que je suis un participant moi aussi, je veux en profiter pour te remercier pour les efforts que tu mets pour organiser ça. C'est très apprécié. Et puis, après la pause, on va avoir le début de la course du maire. Rebonjour à tous. Nous sommes maintenant en onde. Le début de la course vient d'être lancé. Les 8 équipes qui compétitionnent aujourd'hui se sont enlignées sur la grille de départ il y a quelques instants et le drapeau vert vient d'être donné. Alors, on voit ici les équipes sont encore en formation relativement serrée. Et les premiers pilotes de chaque équipe tentent de négocier le parcours autour de la piste ici à Carter's Corner. Je suis Sylvain Coulombe. Je vais vous accompagner cet après-midi pour commenter cette course. Et je suis en compagnie de mon neveu Bruno Coulombe, qui est venu ici pour participer à l'événement ce matin et qui va aussi nous accompagner pendant l'événement en ondes. Bonjour Bruno. Très content d'être avec toi, Sylvain. Ouais. Alors, on a différents angles de vue ici sur la piste de Carter's Corner. C'est la deuxième édition cette année de la course du maire et de cet événement. On était avec Enrico Valente il y a quelques instants puis qui nous expliquait les objectifs de l'événement. Alors, la deuxième édition, 8 équipes présentement sur la piste compétitionnent pour la course du maire. La coupe du maire, pardon. On vient de voir un très beau dépassement. Donc, l'équipe avec le chandail orange, donc l'équipe SAE Carleton. Donc, il s'agit de l'équipe qui participe à la Formule SAE, la compétition universitaire. Ils sont maintenant en première place. Alors, le format de la course, la façon que ça se déroule, Bruno, chaque équipe est formée de 5 pilotes. Parfait. Et la course totale dure environ 90 minutes. Et puis, alors, c'est un format enduro où est-ce que chaque pilote va faire environ 7 à 8 tours. Ensuite, le kart va rentrer au puits. On va faire un changement de pilote. Le prochain pilote va embarquer et il va continuer la course. À la fin de l'événement, c'est l'équipe qui aura fait le plus de tours pendant les 90 minutes qui remportera la coupe. Donc, si je comprends bien, Sylvain, c'était un événement un peu qui ressemble aux 24 heures du Mans. Donc, les pilotes se relayent et puis on essaie de faire le plus de distance possible. C'est le principe général, c'est ça. Beaucoup de choses. Là, ça, c'est l'équipe orange. Alors, oui. L'équipe SAE encore, qui est en tête du peloton pour le moment. Qui est en tête. Donc, ils viennent d'effectuer un très beau dépassement aux dépens de l'équipe Bourgogne. Donc, l'équipe Science.ca Ringers. On a l'équipe numéro 7. On voit l'équipe, les Rapidos, oui, en bleu pâle.
Alors, pour rappeler à tout le monde que les équipes qui compétitionnent aujourd'hui sont formées de gens de la communauté qui ont décidé de s'inscrire, de former une équipe et de faire un don pour la charité en même temps. Alors, l'inscription de chaque équipe à la course, en fait, les revenus générés par les inscriptions, 100% de ces revenus-là vont à une de nos 5 charités, organismes de charité qui vont bénéficier de la course aujourd'hui. Alors, les cinq organismes de charité sont la Children's Wish Foundation, la Fondation des sénateurs d'Ottawa, Rogers House, Soldier On et Cystic Fibrosis Canada. Donc, Sylvain, de ce que je comprends, la course ici, la course des mers, c'est à l'intérieur d'un événement d'une fin de semaine. Donc, il y a d'autres courses aussi avec d'autres compétitions. Est-ce que tu peux m'en dire plus à ce niveau-là? Bien sûr. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la course du maire. Puis, comme vous voyez, là, les compétiteurs compétitionnent dans les voitures de location de Carter's Corner. Mais aussi, autour de ça, plus tôt ce matin, il y avait la pratique pour le Grand Prix de la capitale. Alors, ce sont des véhicules plus rapides dans 2 catégories de moteurs qui vont compétitionner demain. Alors, des moteurs 4 temps Briggs & Stratton et des moteurs 2 temps Rotax qui sont un peu plus puissants. Alors, aujourd'hui, c'était la pratique pour ces karts plus rapides ce matin, la course du maire en fin de journée, et demain, ce seront les compétitions pour les autres véhicules plus rapides. Je sais que tu es un féroce compétiteur en go-kart, Sylvain, donc demain, je sais que tu vas courser, donc je te souhaite bonne chance. Et puis, je sais que l'année passée, donc tu étais en pôle, tu as eu une petite mésaventure par rapport à ça. C'est la course. On fait on fait notre possible, mais il y a plein de choses qui peuvent arriver quand on participe à ces événements. Et puis, il s'agit de se relever, puis on se reprend à la prochaine course. En espérant t'avoir victorieux demain. Je te remercie. Alors, demain, il y aura, en fait, dans le Grand Prix, il y aura en fait 5 catégories. Il y aura une catégorie Junior Briggs & Stratton, alors les moteurs 4 temps. Junior Briggs & Stratton, Senior Briggs & Stratton, Masters, encore une fois dans le 4 temps, et la classe Rotax aussi qui compétitionne demain. Alors, pour indiquer un petit peu aux téléspectateurs, les go-karts qu'on voit en ce moment, c'est environ quelle vitesse? Ce sont les cartes de location de Carter's Corner. Je connais pas je ne sais pas je crois qu'ils sont à 19 000 à l'heure, mais en kilométrage, je pense que ça va donner quelque chose comme 30 à 32 km/h. Les cartes qui sont en location actuellement, ces cartes-là, ils vont un peu moins vite lorsque c'est la location normale. Les gens de Carter's Corner ont en fait ajusté la puissance des cartes aujourd'hui pour cette compétition-là et ont augmenté la vitesse un peu pour les fins de la compétition. Pour les fins du spectacle aussi, j'imagine. Oui. Donc, là, on parlait des cartes de location. Maintenant, il y a les 4 temps et les Rotax. Donc, peux-tu m'en parler un peu là, de ces catégories-là? En 4 temps, les vitesses les cartes peuvent atteindre sur la piste ici spécifiquement parce que ça dépend de la piste, la vitesse qu'on peut atteindre. Alors les Briggs 4 temps vont atteindre là, dans les seniors devraient aller autour de 85 km/h demain. Entre 85 et 90 au bout du secteur de piste là, qui est très droit. Les karts 2 temps Rotax, eux, peuvent aller jusqu'à probablement 105-110 km/h. Donc des vitesses impressionnantes pour des petits bolides quand même. Ah, et puis je peux te dire que quand tu es assis à 1 pouce du sol, même à 80 km/h, ou même ces véhicules-là qu'on voit sur l'écran, c'est excitant. Alors, j'ai pu l'essayer ce matin, puis je te crois sur parole, mais j'ai pu l'expérimenter, puis je sais que tu verrais. Alors, on voit sur l'écran maintenant l'équipe
Bourgogne, Science.ca Ringers. l'équipe numéro 2. Bon, c'est celle-là ici. Ce qui arrive, c'est que la caméra passe d'une équipe à l'autre assez rapidement. L'équipe numéro 2, c'est Amtech Electrical. Alors, Bruno, pourquoi on devrait mentionner là, les organismes qui parrainent chacune des équipes. On a l'équipe numéro 1 en gris, qui sont les Podium Seekers. Absolument. Parrainé par Podium Special Events Management. Donc, ce fut les commanditaires pour cette équipe. Et puis, pour les mauves, on a comme commanditaire Amtech Electrical Inc. Pour l'équipe des rouges, donc, on a une équipe Shoulder On, donc probablement Un de nos organismes de charité. C'est ça, un des organismes de charité là, qui a décidé de s'inscrire à la course pour ramasser des fonds d'une façon ludique. En Bourgogne, donc, comme on a mentionné tantôt, Science.ca. Finalement, pas finalement, mais bon, on a les Bleu Ball aussi. RP Construction Inc. Bleu Marin, Ottawa Mayor's Cup, donc probablement les organisateurs de cette fin de semaine. En rose, nous avons Access Ringing Services. Et puis en orange, donc l'équipe universitaire SAE Carleton, comme on a dit tantôt. En piste maintenant. Je crois qu'on est encore sur les premiers pilotes de chaque équipe. Parfait. Oh, nous avons une sortie de piste ici, ça brasse dans les tournants, oui. Donc, quand on sort de la piste, on voit que c'est pas des terrains battus. Hein? C'était l'équipe numéro 3, je pense. Donc, il y a beaucoup d'action malgré la puissance limitée des karts ici à Stittville. Oh, une reprise ici. Le kart était dans les airs à un moment donné. Le pilote a failli débarquer de son siège. Le pilote a dû se replacer dans son siège. Oh, ici, une tentative de dépassement par l'extérieur de l'équipe des Roses. Est-ce que ce fut fructueux? Pas encore. Il devra se contenter de rester à l'arrière pour l'instant. Mais il est dans l'aspiration. Pourra-t-il réussir le dépassement? Oh, il se pointe à l'intérieur. Est-ce qu'il y aura contact? Je crois que à l'extérieur cette fois. Le pilote en On est serré. Oh, deux côte à côte dans le droit. Quel pilote? Je pense que c'est le pilote de droite là, qui va avoir l'intérieur. Est-ce que ce sera suffisant pour se détendre? Je pense que oui, parce qu'il y a une sortie. Oh, l'équipe de Rose reprend l'intérieur. Et puis une sortie de piste, une deuxième sortie de piste. De l'équipe numéro 8. Oui. Donc l'équipe des Roses qui prend les devants. Alors, on m'informe qu'on a eu un changement de pilote déjà pour la première équipe, les Podium Seekers. Le deuxième pilote est maintenant en piste. Donc, Ryan Stekta. C'est l'équipe numéro 1. L'équipe numéro 1, donc, est déjà rendue à son deuxième pilote. Comme les pilotes doivent faire du temps, Sylvain, est-ce que c'est un nombre de tours qu'ils font chacun à la suite de l'autre ou c'est un temps? Comment ça fonctionne? Les pilotes ont eu un briefing avant la course. Alors, chaque équipe a un capitaine désigné. Et puis, c'est le capitaine qui organise l'utilisation de ses pilotes pendant la course. Chaque équipe doit faire un minimum de 4 changements de pilote pendant la course. Le capitaine de chaque équipe sera le dernier à compétitionner. Parfait. Donc, c'est vraiment à la liberté des équipes, de ce que je comprends, selon leur propre stratégie. C'est maximiser les forces de l'équipe. Et puis, tu me parlais tantôt, c'est une course enduro, donc 1h30. Je ne sais pas s'il y a le même genre de compétition au niveau sportif en kart ou c'est juste des courses individuelles dans le circuit de compétition. Dans la région, actuellement, une fois par année, en fin de saison, il y a une course de type enduro qui suit un peu le même format de course d'aujourd'hui.
Les clubs de la région organisent ça là, absolument au mois d'octobre. Et puis, chaque catégorie, dans les karts plus rapides dont on parlait tantôt, en 4 temps et en 2 temps, organise là, une course d'une heure ou d'une heure et demie et avec des changements de pilote comme on voit à l'écran. Je vais te reprendre, Sylvain, sur les 2 temps, les 4 temps. Des fois, ça peut être mêlant un peu tout ça. Tu peux-tu m'expliquer un peu la différence entre 2 temps et 4 temps? Lequel est le plus rapide? Les karts 2 temps vont être typiquement plus rapides. Alors, quand on dit 2 temps, c'est ce qui se passe, ça réfère à ce qui se passe avec le piston à l'intérieur du moteur. Alors, dans la catégorie 2 temps, à chaque mouvement de descente et de remontée du piston, il va y avoir en fait une explosion qui va générer de la puissance. Alors qu'un moteur 4 temps, il va y avoir deux mouvements vers le bas et vers le haut du piston pour chaque explosion. Alors, un moteur plus 2 temps génère donc plus de puissance parce qu'il y a 2 fois plus d'explosion, donc de poussée du piston. Donc, une puissance plus continue de ce que je comprends par rapport au moteur 4 temps. Oui. Ce qui arrive aussi dans les moteurs Rotax qui compétitionneront demain. La vitesse de rotation du moteur est pas mal plus élevée dans les 2 temps versus les moteurs 4 temps. Alors, on parle d'autour de 12 500 RPM pour les moteurs Rotax, alors que les moteurs Briggs sont limités à 6100 RPM. Donc, moteur Rotax, j'imagine que l'explosion qui est doublée, j'imagine que ça joue aussi sur le RPM là, qui augmente plus que pour les moteurs 4 temps. Alors, l'action se continue. Ici, on voit quelqu'un d'équipe des Roses qui signalait dans les puits. Je pense que peut-être qu'ils vont aller faire un changement de pilote. Donc, ce serait notre deuxième équipe, potentiellement. C'est les Ringers. Non, 1, 2, 3, 4. Non, pas les Ringers. Pink. C'est l'équipe d'Access Rigging. Oh, il y a des dépassement. Oui. Je sais pas au niveau de la légalité ce que l'arbitre va dire. Sylvain, écoute, il a coupé dans le gazon. Je sais pas si c'est légal. Pour autant que le kart garde 2 roues sur la piste, tout est légal. OK. Donc, on peut étirer le règlement un petit peu. Les pilotes doivent quand même faire attention. On a vu tantôt une sortie de piste assez spectaculaire. Et voilà, on voit la reprise. C'est quand même un couteau à double tranchant à sortir de la piste. Ça peut quelquefois résulter dans un 360 du kart qui essaie de faire ça, ou du pilote qui essaie de faire ça, oui. Il y a 2 roues. Il y a 2 roues de ton kart à ce moment-là qui se trouvent être sujet à beaucoup plus de retenue. Alors, il faut que ça soit négocié de façon habile. Sinon, on risque un tête à queue. Vous pouvez probablement observer lorsqu'on voit les prises de vue plongeantes, les pilotes tentent de maximiser, de minimiser, je devrais dire, le temps pour compléter un tour en coupant les lignes dans les courbes. Autrement dit, ils essaient de raccourcir la piste le plus possible et puis de limiter aussi l'effet de freinage qui se produit lorsque quelqu'un essaie de tourner le volant. Alors, le principe étant d'allonger les courbes pour maintenir le plus de vitesse possible dans chacun des virages. Parce que si je comprends bien, Sylvain, plus on tourne serré, moins on peut aller rapidement. C'est ça. Plus on tourne serré, étant donné la géométrie de la direction en avant, plus tu tournes serré, plus qu'il y a un effet de freinage à ce moment-là. Alors, et puis les karts n'ont pas nécessairement beaucoup de puissance. Alors, là, en sortant du virage, le kart doit réaccélérer à partir d'une vitesse plus basse. Alors, tu perds du temps à ce moment-là. Alors,
contrairement à ça, si tu peux allonger la courbe, maintenir plus de vitesse en freinant moins, en tournant moins, ton temps de piste va en être amélioré. Donc, pour ceux qui sont fans de course automobile, de Formule 1, ils doivent le savoir. Donc, l'idée, c'est de maximiser les lignes droites tout en diminuant la distance et puis en limitant au maximum les virages serrés. Et puis, je crois qu'on s'est trompé. L'équipe rose, le même pilote est encore en piste. donc, les compétiteurs qu'on voit aujourd'hui, Sylvain, c'est de quel âge à quel âge? Est-ce que c'est des comment ça fonctionne? C'est de tous les âges. Il n'y avait pas vraiment de critères. Pour pouvoir conduire, je crois que c'est probablement 13 ans et plus. Mais il n'y avait pas non plus de limite d'âge. L'an passé, je me souviens, le major général Louis McKenzie, à la retraite, était un des participants dans une équipe. C'est en fait un des supporters de l'événement, du groupe qui organise l'événement. Alors, des gens de tous les âges. Oui, c'est ça. Le karting, c'est quand même un sport qui est vraiment accessible à tous, même pour les jeunes enfants, si je ne m'abuse. Donc, j'ai vu tantôt, il y avait dans la catégorie des novices, on avait un jeune enfant qui faisait ses tours. Assez impressionnant, merci, comme talent à cet âge-là. On avait aussi une petite fille de 8 ans qui a essayé ça pour la première fois ce midi. Est-ce que tu penses que oui? Son père, elle a fait 2 tours et son père, je parlais avec son père ensuite, puis il m'a dit que oui, elle aimait bien ça. Alors là, il se voit dans le scénario qui va probablement commencer à la faire participer à des courses. Ah, c'est ça, c'est une bonne façon de canaliser, donc, je dirais l'envie de ces jeunes-là d'avoir accès à des sensations fortes, mais dans un environnement relativement sécuritaire et contrôlé. Oui. Donc, j'allais te demander tantôt aussi, je me demandais si la conduite de kart en bas âge comme ça pouvait les aider plus tard, donc sur la route, ou les habituer un peu. Oui, certainement que ça va contribuer à améliorer la confiance en eux pour manipuler un véhicule. Les compétitions dans les catégories de courses de même, les compétitions commencent... on a eu presque une sortie de piste, des bleus pâles. Je te coupe, désolé Sylvain. Non, les compétitions commencent justement à 8 ans. Alors, il y a les catégories novices de 8 ans à 10 ans. De 10 ans à 15 ans, c'est les catégories juniors. Ensuite de ça, on tombe dans les seniors. Et puis, absolument 30 ans et plus, c'est les catégories masters. Mais oui, les jeunes commencent... c'est impressionnant à voir. Les jeunes commencent à 8 ans et puis au début, ils vont pas très vite dans les premiers tours et au début d'une journée. Et puis, ils font ça pendant la journée. Et puis, à la fin de la journée, l'amélioration est frappante. Ils attrapent ça là, assez rapidement. Et puis, quand ils commencent à un très jeune âge, ils ont beaucoup de temps pour développer leurs habiletés. On sait très bien qu'à peu près tous les pilotes de Formule 1 ou professionnels ont commencé très très jeunes comme pilote de kart. Donc, c'est pas parce qu'on commence le kart, j'imagine, qu'on se rend là. Mais il faut absolument commencer là, j'imagine, pour se rendre là. Donc, c'est une bonne façon de commencer. J'avais lu un article aussi au sujet de Michael Schumacher, comme quoi est-ce que sa famille, ou c'est son père, ou je ne sais trop, il y avait justement une piste de kart. Et puis, c'était la business de la famille. Et puis, lui, quand la piste fermait parce qu'il pleuvait, lui, il allait toujours rouler quand il pleuvait. Et il semble-t-il que ce serait pour ça qu'il était très, très, très habile sous la pluie en F1, même aujourd'hui, donc quand il court ça en Formule 1. Donc, c'est vraiment une bonne façon là, pour développer les jeunes pilotes d'aujourd'hui. Alors, l'action se continue. Je vois, Sylvain, les pilotes qui se penchent vers l'intérieur dans les courbes. Est-ce que c'est une technique à utiliser, ça? C'est une très bonne question. Dans ces cartes-là, je veux admettre que j'ai jamais utilisé ces véhicules-là qu'on voit à l'écran personnellement. Je sais en pratique que dans
dans les cartes de compétition. On voit ici les changements de pilote qui s'effectuent. Là. Dans les cartes de compétition, étant donné la géométrie de la façon que ces cartes-là sont construites, lorsque tu fais un virage, en fait, c'est plus avantageux de mettre le poids à l'extérieur au lieu de l'intérieur. En mettant du poids à l'extérieur, ça va assurer une meilleure traction des roues extérieures, qui sont celles qui assurent l'accomplissement de ton virage. Alors, je vais te dire, j'utilise cette technique. Mes collègues de course, mes copains de course me le disent souvent. Je sors de la piste et puis là, ils me disent, on voyait, tu regardais aller, mais j'avais l'impression que tu étais en train de sortir du cœur. C'est simplement pour essayer de, quand tu effectues un virage, un déplacement de poids vers l'extérieur va te permettre de contrôler le dérapage. Quand tu vas arrêter le dérapage, mais tu mets plus de poids, dépasses un peu plus, ça arrête le dérapage, puis là, tu obtiens ta ligne de course que tu désires. Je vois. C'était un peu Alors, pour... les pilotes continuent à faire le changement de... Les équipes continuent à faire le changement de pilote. La course maintenant est rendue à environ 30 minutes. Alors, nous sommes probablement sur les deuxièmes pilotes qui vont changer pour le troisième bientôt. Ça peut devenir très intense ces courses-là quand même. Donc on a les chocs qui peuvent arriver sur la piste. Là. Le corps est bardassé d'un peu tous les côtés. Et puis il y a la question aussi de la déshydratation. Il fait très très chaud. Là on voit que les pilotes n'ont pas de combinaison comme telle, mais pour les catégories supérieures, ils doivent apporter une combinaison. Donc j'imagine qu'il peut faire très très chaud. En effet, il fait très chaud, surtout comme une journée aujourd'hui. Il fait un beau soleil. Et puis, dans les compétitions, habituellement, ce que tu vas voir, c'est des courses qui vont durer environ 10 à 12 minutes. Alors, c'est un effort assez intense qui est demandé de chacun des pilotes. Ces karts-là n'ont pas de direction assistée ou de freinage assisté ou quoi que ce soit. Tout nécessite là, un travail physique significatif. Moi, je veux dire, à chaque fois que je sors après une session, je mouille ma chemise à chaque fois. Alors oui, définitivement, après 12 à 15 minutes là, sur la piste, là, ces facteurs-là que tu as mentionnés entrent en ligne de compte. Alors c'est important de se garder déshydraté. Une journée de course va typiquement avoir 4 ou 5 présences sur la piste pour les cartes de compétition qu'on aurait demain. Et puis, oui, c'est important de se garder déshydraté. Quand il fait chaud comme ça, tu arrives à la fin de la journée. Si tu n'es pas hydraté pendant la journée, mais là, les muscles vont cramper et puis ça va gêner ta performance sur la piste. J'imagine que tes muscles vont être moins fluides, il faut avoir moins de contrôle et puis c'est là que des erreurs peuvent survenir. C'est ça. Oh, quelqu'un ici qui est très focusé sur ce qu'il fait. On voit ici prêt à négocier un virage. Donc shoulder on, donc qui essaie de maximiser sa position aérodynamique. Alors tu as fait quelques tours ce matin. Absolument, oui. Alors dans le cadre, je sais, parce que je faisais partie du comité organisateur pour l'événement aujourd'hui, on avait organisé justement un genre de promotion où les gens pouvaient partager sur Facebook, partager notre page Facebook et par le fait même s'inscrire à une possibilité de gagner quelques tours en cœur de compétition. Et tu as participé tu étais un des heureux gagnants sur l'heureux élu, oui, effectivement. Et puis j'ai adoré mon expérience, vraiment. C'était une des rares occasions que j'avais de rouler avec des cars de compétition aussi puissants. Je ne sais pas avec les Rotax, mais quand même, les 4 temps, là, quand je pesais sur la pédale, là, ça avance. Puis on le sent partout. Fait que oui, c'est vraiment une belle expérience. Même si j'ai mal partout maintenant, je reviendrai n'importe quand.
Sylvain, quand on parle de Carter's Corner, est-ce que c'est la course ou la piste, le nom du circuit, ou c'est le club? C'est le commerce qui est ici, où a lieu la course aujourd'hui. Ils ont des cartes en location pendant toutes les journées. En fin de semaine, c'est un événement spécial. Alors, la piste est utilisée par la course, la compétition du maire et le Grand Prix. Mais à part de ça, là, ils ont des cartes en location disponibles tous les jours à partir de 10 heures. Ils ont aussi un driving range et des activités pour les jeunes. Alors, c'est une très belle place pour venir passer un bon moment en famille pendant l'été. Les Grands Prix de kart comme ça, est-ce qu'il y a des séries provinciales, canadiennes, quelqu'un qui monte en grade parce qu'il est très talentueux? Comment ça fonctionne? Oui, habituellement, il y a des clubs régionaux qui vont organiser des compétitions sur les pistes régionales. Et ensuite de ça, il y a quelques niveaux additionnels là, de compétition. Un étant le Eastern Canada Karting Championship. Alors ça, c'est une autre série qui est au niveau provincial. En fait, l'Ontario et le Québec participent à ça surtout. C'est l'Est du Canada. Ils ont 4 courses, je crois, pendant l'été. Et puis là, les pilotes plus aguerris vont s'affronter dans ces événements un peu plus relevés-là. Il y a d'autres séries dans la région de Toronto qui ont gagné avec le temps là, un certain panache. Tu vois. Et la compétition là est très aiguisée, est très relevée. Et puis, une fois par année, habituellement vers la fin du mois d'août, il y a une compétition nationale. Alors, il y a une course qui est la compétition nationale et toutes les catégories de kart sont les plus courantes là, participent à cette compétition-là. Alors, les 2 temps, les 4 temps, les 2 temps, et puis dans les 2 temps, il y a plusieurs sous-catégories aussi. Il y a des Rotax, il y a des Rotax à 2 vitesses. Et puis, il y a eu dans les dernières années aussi une recrudescence de la popularité des karts à plusieurs vitesses. Ah oui, les karts à vitesse. Les shifters. Il y en avait fait un qui a pratiqué aujourd'hui, plus tôt. Mais oui, définitivement, il y a différents niveaux. Et puis, ces compétitions-là, en fait, dans les Rotax, dans les moteurs 2 temps, le gagnant du national canadien a un billet pour aller participer au mondial ensuite. Oh, série mondiale de kart. Oui. Okay. Alors, le Canada a eu plusieurs succès à ce niveau-là dans le passé. Alors, on est très compétitif au niveau mondial quand on arrive à ce niveau-là. Donc, à part le Canada, ce serait qui les pays qui sont les plus performants là, en termes de résultats? Je me suis pas rendu jusque-là. OK. Alors, c'est difficile à dire, mais je sais que c'est très populaire. La karting est très populaire en Europe et aux États-Unis. Donc, maintenant, la course est lancée depuis une quarantaine de minutes. Donc, j'imagine que la fatigue commence à se faire sentir chez nous compétiteurs. Malgré le fait qu'on change de coéquipier, donc ça limite un peu les effets de la fatigue sur la concentration. Pour les gens à la maison qui veulent aller faire du kart entre amis, ce serait quoi les places là, disponibles localement? Ici, dans la région d'Ottawa, il y a ici Carter's Corner qui offre un bon point de départ. Il y a aussi le circuit. Il y a une place qui s'appelle Top Karting à Hull. Une place populaire en hiver. Alors, c'est faire du kart à l'intérieur. Il
y a le circuit Couillon qui fait de la location de karts à haute vitesse, un peu comme à Top Karting, mais eux, ils le font à l'extérieur. Alors ça se trouve dans l'ouest, un peu à l'ouest d'Elmer. Ça, c'est trois places où justement quelqu'un peut commencer puis voir s'ils sont intéressés à poursuivre ça plus loin. Je sais que moi, j'ai participé personnellement à quelques courses au circuit Couillon cette année. Et puis, ils organisent, les propriétaires là, organisent, durant les journées de course, organisent une compétition de cartes de location à haute vitesse. Ça fait partie intégrale de la journée de course là-bas. Alors, c'est une façon intéressante de commencer aussi. Donc, puis, en fait, étant donné que c'est une façon, ça fait partie intégrale de la journée de compétition, ça donne l'opportunité aux gens qui vont là aussi de parler avec les compétiteurs qui ont leur propre carte, là, puis de créer des liens, de socialiser, puis de peut-être avoir des opportunités pour avancer, puis s'impliquer plus dans le sport. Donc, pour quelqu'un qui est intéressé à commencer la compétition, il y a toujours l'option justement de louer un cart pour une fin de semaine, puis de s'essayer. Donc, pas besoin d'être pro en mécanique ou d'investir beaucoup juste pour essayer. On peut faire ça. C'est quand même intéressant. Donc, je vais te lancer une question, Sylvain. Dans le fond, aujourd'hui, c'est une course pour la charité. Donc, c'est quoi la structure, là? Est-ce que les gens ramassent des dons à chaque tour qu'ils complètent ou comment ça fonctionne? Non, la façon que ça fonctionne, c'est que chaque équipe, pour participer, doit payer pour s'inscrire. Et puis, en s'inscrivant, vont désigner à quelle charité ils veulent contribuer. Alors, on avait mentionné nos 5 partenaires de charité tantôt, Children's Wish Foundation, Ottawa Senators Foundation, la Maison Rogers, Soldier On et Fibrose Kystic Canada. Alors, les gens, en s'inscrivant, disent moi, je vais contribuer à une de ces 5 charités-là. Puis, la totalité de leurs frais d'inscription est versée en don de charité à cet organisme. Donc, Carter's Corner, donc fournir la piste, fournir les cartes, et puis c'est une façon pour eux de commencer l'événement. Donc, très généreux de leur part. C'est une façon de supporter l'événement. Trois. Quelle couleur, ça? Bleu. L'équipe bleue qui vient d'effectuer un changement. Après 40 minutes de compétition. Alors, c'est probablement le 3e pilote qui est maintenant sur la piste. Sylvain, pour les parents qui ont des jeunes enfants qui veulent commencer le kart, mais qui seraient inquiets par rapport à la sécurité, est-ce qu'il y a souvent des blessures ou des accidents en kart? C'est en fait très rare. La plupart des organismes, en fait, toutes les activités de karting compétitives sont régies par de la réglementation au niveau technique, au niveau de sécurité, au niveau d'organisation des événements. Alors, c'est très bien encadré. Et puis, chaque club qui organise des compétitions met beaucoup d'emphase justement sur la sécurité. Les procédures autour de ce qui se passe sur la piste, ce qui se passe dans les paddocks, sur la grille de départ, tout ça est prescrit et maturé depuis plusieurs années, maintenant qu'il y a des compétitions de kart. Alors, c'est très rare qu'il y ait quelqu'un qui va avoir au niveau local, qui va avoir des blessures en kart. Ça arrive. C'est un peu plus risqué qu'une partie d'échec, mais c'est très bien quand même, très bien encadré, très bien contrôlé et son risque est géré.
Donc, je pourrais dire qu'il y a un risque dans n'importe quel sport, j'imagine en soccer aussi. Mais ça semble être un sport qui est très bien contrôlé. Donc, En soccer ou en patin à roulette. Je sais que tu es un adepte du patin en roue aligné. Alors, chaque activité a ses risques, puis il s'agit de les gérer. Et dans le cas du karting, c'est très bien géré aussi, étant donné toute l'expérience bâtie et la réglementation autour de ça. Je vais te reprendre là-dessus. C'est une très belle occasion justement pour les jeunes de se dépasser, de trouver leur sensation, leur sentiment d'adrénaline. Souvent à l'adolescence, les jeunes ils ont besoin de tester leurs limites et puis se découvrir. Et puis quand ils n'ont aucun espace pour exprimer ça, des fois ça sort un peu de croche. Donc c'est là qu'on prend des risques sur la route. Mais donc dans une occasion comme ça, une course de go-kart où on peut vraiment se laisser aller de façon encadrée, ça peut être très bien pour limiter les dégâts là, incontrôlés en dehors de. Tu l'as très bien dit. C'est une très belle place pour laisser aller son fou et faire faire l'expérience de la vitesse dans un environnement contrôlé que de faire ça sur la route, c'est vraiment pas quelque chose à faire. Et pour les vrais mordus, après le karting, j'imagine qu'il y a des façons de se rendre plus loin. Par exemple, j'ai mon collègue là, qui course avec sa Mazda Miata la fin de semaine au Mont-Tremblant. Donc, j'ai entendu aussi les Formules 1600 qui courent là-bas aussi. Donc, je suis pas très connaisseur à ce niveau-là, mais je sais que c'est disponible. Donc, oui, il y en a pour tous les niveaux d'intérêt et de budget et de. Les compétiteurs, on voit, ils ont quand même une belle ligne de course. Déjà, là, ça fait même pas 45 minutes. Et puis, on voit qu'ils apprennent déjà là, par eux-mêmes les bonnes façons d'aller plus vite. Comme les cartes qu'ils utilisent aujourd'hui sont assez restreints en termes de vitesse. Alors, pour regagner du terrain, ils doivent s'efforcer d'améliorer, de faire la meilleure utilisation possible de la piste, de raccourcir les lignes de course. Alors, après quelques tours, les pilotes développent rapidement cette. Oh, on en voit un ici qui met son poids à l'extérieur. Oui, qui met en pratique ce que tu disais tantôt, Sylvain. Et ça doit être c'est possiblement quelqu'un qui a déjà fait ça dans le passé. J'en ai vu un tantôt aussi, essayer de tenter une position aérodynamique. Mais comme je vois, les karts ont une sorte de tissu, là, de tissu verlim en arrière. Donc j'imagine que c'est pas une méthode très efficace dans ce cas-ci aujourd'hui. Je vois que les compétiteurs ont des ceintures de sécurité, Sylvain. Est-ce que c'est le cas pour toutes les catégories? En fait, les cartes de compétition qu'on verra demain n'ont pas de ceinture de sécurité. Ils ont cependant des sièges très moulants dans lesquels tu as probablement fait l'expérience ce matin. Des sièges très moulants dans lesquels les pilotes sont installés relativement solidement assis dans leur siège. Mais les cartes de compétition n'ont pas de ceinture de sécurité. J'imagine que c'est une question de gabarit. Donc, pour les cartes de location, on doit accueillir un peu tout le monde. Donc, on ne peut pas avoir des sièges aussi moulants. Donc, c'est pour ça qu'on a l'option de la ceinture de sécurité dans ce cas-là. Ce qui arrive aussi avec les cartes de compétition,
côté l'aspect de sécurité, il y a le risque avec les karts de compétition, c'est étant donné que ils n'ont pas de pare-choc autour du kart. Les roues sont exposées. Alors, le risque, si des roues se touchent avec ces karts-là, ben, il y en a un qui va lever. Et puis, ça arrive très peu fréquemment, mais quand ça arrive, on voit des fois des karts qui virent sur le côté. C'est mieux que le pilote sorte du kart à ce moment-là, qui reste assis dans son kart. Alors, c'est probablement une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de ceinture de sécurité. Oh, une autre sortie de piste, c'est encore plus impressionnante qu'au début de la course. On dirait que le pilote n'a pas ralenti du tout. Il a négocié le terrain accidenté à plein régime. Je pense que tu as une date de motocross, Sylvain. Le prix de l'air. Peut-être qu'on va revoir ça à une reprise bientôt. Et voilà, il négocie, mais il manque de... Ouch! Il a pratiquement fait un vol plané. Ah, mais il signale à tous que tout va bien. Oh, on voit trois karts ici là, qui se luttent chaudement pour des positions. On se regarde, on s'étudie. Équipe orange qui tente quelque chose à l'intérieur. Et voilà, le dépassement est effectué. Très beau dépassement. Il va tenter un autre dépassement sur l'équipe bleue. Et voilà, c'est fait. L'équipe orange est en feu, mon Sylvain. Il semble avoir un kart très performant. Est-ce qu'on a différentes puissances ou c'est théoriquement tous les mêmes cards avec tous la même puissance? Théoriquement, c'est tous les mêmes karts avec tous la même puissance. Les gens les mécanos de karteuses ont ajusté les karts du mieux qu'ils pouvaient. On voit ici qu'on a un pilote qui semble être expérimenté. Il déplace son poids à gauche et à droite du siège dans les virages. C'est peut-être ce qui explique que on voit qu'il peut gagner du terrain sur les autres. On voit ici toute la différence que peut faire un bon pilote malgré la puissance égalitaire des moteurs dans ce cas-ci. Ah, on revoit le dépassement ici d'un autre angle. On le voit, le pilote qui a déplacé son poids à l'extérieur du virage. Il fait la même chose dans l'autre virage ensuite. Ça lui permet de distancer ses compétiteurs, en fait. Alors, comme on expliquait tantôt, étant donné que ces karts-là n'ont pas beaucoup de puissance, il s'agit pour minimiser le temps pour faire un tour de la piste, il s'agit de garder le plus de vitesse possible dans les virages. Et ce pilote-là vient nous en faire une belle démonstration. Avec l'avènement de la technologie électrique, Sylvain, est-ce que ça commence à voir apparaître des karts électriques ou Définitivement, si vous faites quelques recherches sur Internet, là, et de plus en plus, on voit des options de gens qui développent la technologie dans cette direction-là. Il y a quelques véhicules qui existent déjà. Il y a quelques années, quand j'avais regardé ça, il y a 2 ans, il y avait une série, en fait, dans l'ouest du Canada, qui faisait l'utilisation de cartes électriques, justement pour... c'était une série d'introduction pour essayer de progressivement rentrer les moteurs électriques dans le karting. En Europe, je crois qu'il y a ça aussi. En Europe, ils ont commencé à développer ce créneau-là. Oh, il y a beaucoup de... On va avoir beaucoup de bardassage, là. Je sais qu'en kart, quand on met la pédale au fond, c'est assez difficile à contrôler. Surtout quand on a beaucoup de puissance. J'imagine qu'avec un kart électrique où on a 100% de la puissance à 0 RPM, j'imagine que ça doit être encore plus particulier à conduire. Ça devrait. J'en ai
personnellement pas eu l'occasion d'essayer un de ces véhicules-là, mais oui, définitivement. Les moteurs à combustion font l'utilisation d'une clutch pour transférer la puissance du moteur vers les roues. Puis le moteur et la clutch font en sorte que quand tu accélères, au début, il y a du glissement, alors il y a de la perte de puissance. Mais les moteurs électriques te donnent la totalité de leur moment de force est disponible alors que tu commences à lui donner de la puissance électrique. Alors ça doit faire des accélérations intéressantes, très intéressantes. Alors, on voit la procédure de changement de pilote ici. L'équipe Rose qui probablement change pour son 4e pilote. Une chose que je voulais dire aussi, c'est que vous voyez les karts faire le tour de la piste. Là, ce sont des véhicules très simples. Alors, il n'y a vraiment pas de suspension sur ces véhicules-là. Alors, les aspérités de la piste se font ressentir très rapidement dans le corps des pilotes. Et c'est pour ça que vous voyez, là, quand ils ont des bosses, là, il y en a même qui rebondissent de façon significative. C'est parce qu'il n'y a pas de suspension sur ces véhicules. Oui, ça peut. Quand il y a des imperfections sur la piste, on peut les recenser assez facilement. Comme il n'y a pas de suspension, effectivement. L'équipe qui a fait une sortie de piste tantôt, là, 2 vols planés, je te dis, demain, probablement qu'il va le sentir. Ce qui arrive aussi, c'est étant donné que ce sont des véhicules très simples, l'essieu arrière est d'une pièce. Il n'y a pas de différentiel sur les roues arrière. Alors, quand tu effectues un virage, ben, les 2 roues, qui, après un certain temps de fonctionnement, là, les 2 pneus ont réchauffé et ils collent à la piste, les 2 roues veulent faire la même distance. Alors, pour eux, pour les 2 roues, faire un virage, là, ça se fait pas. Il faut faire quelque chose d'autre pour pouvoir permettre au kart de virer dans un coin. Alors, ce qui arrive, c'est que la colonne de direction en avant, puis le système de direction en avant est fait de telle sorte que lorsque vous tournez vers la droite, la roue droite descend plus bas et la roue gauche monte en haut. Alors, vous devenez temporairement là, comme sur une chaise qui aurait 4 pattes qui ne sont pas égales. Et puis là, ce qui arrive, c'est que là, la géométrie est telle qu'en virant à droite, bien là, la roue intérieure droite va lever du sol. Et là, ça va permettre de faire le virage sur 3 roues. Et vraiment d'effectuer le virage. Sinon, si les 2 roues arrière restaient collées au sol, le kart ne voudrait pas tourner. Puis le fait qu'on n'a pas de différentiel, est-ce que ça explique pourquoi on aurait plus de dérapage en kart qu'un autre sport automobile où il y aurait un différentiel ou ça n'a pas rapport? Très bonne question. Possiblement parce que étant donné que les deux roues veulent tourner et parcourir la même distance, ça va probablement induire un dérapage à un moment donné où est-ce qu'il y a une roue qui doit faire quelque chose. Alors, au moment que tu perds ta friction avec le sol, le kart se met à déraper. Alors, je te demandais ça parce que quand on voit des karts assez puissants comme des Rotax, c'est presque un dérapage contrôlé en continu là, qu'on voit. C'est quasiment une séance de drift. Donc, c'est assez impressionnant à voir. Donc, ces pilotes-là sont assez impressionnants à voir justement à contrôler ces dérapages-là. Vous voyez là, ce pilote fait ses virages à l'intérieur de la courbe. Alors, essaie d'allonger sa trajectoire pour garder le maximum de vitesse dans les virages. Ici, c'est l'équipe numéro 5. La couleur, il s'agit des gris, je crois. Podium Seekers. OK, c'est bien ça, c'est les gris. Je crois même que c'est Claude Do qui est le pilote pour les Podium Seekers en ce moment. Donc, ils seraient rendus à leur 4e pilote sur 5. Oh, on a vu quand même un petit dérapage. On est quand même
assez de vitesse pour un dérapage, soudain. Donc, ces karts-là qui ont une puissance relativement élevée. Hier, on a eu une petite période de pluie, une averse à un moment donné pendant la journée, à la fin de la journée. Puis j'observais là, les karts qui sortaient, ces karts-là sortaient sur la piste ensuite. Puis c'est en fait sous la pluie, c'est là que qui offre c'est le temps qui offre la meilleure opportunité pour améliorer ses habiletés de pilotage parce que toutes les petites erreurs sont amplifiées à ce moment-là. Et puis toute la physique du déplacement du kart sur la piste là, devient très. Elle est élevée, si tu veux. Autrement dit, les comportements là, de dérapage et puis les lignes de courbe, là, et puis le fait que quand tu veux négocier un virage, étant donné la géométrie des roues, il faut que tu accélères un peu. Si tu n'accélères pas, puis pendant un virage, alors qu'il y a de la pluie, là, tu vas vite, rapidement te ramasser dans le gazon. Donc, un pilotage très sensible sous la pluie. Et pour les amateurs de F1, on apprécie toujours d'avoir une course sous la pluie puisque tous les voitures sont ramenées à un même niveau. Et puis, donc on a... À l'écran maintenant, la composition des équipes. Alors, l'équipe Soldier On, on voit les pilotes ici. Sign.ca Ringers, donc la composition de l'équipe. Ça, c'est l'équipe... L'équipe Rouge-Vin. Oui, Rouge-Vin. exactement. Ouais. Quatre cartes ici au bout du grand droit. L'équipe orange encore qui effectue un autre dépassement à l'intérieur au bout du grand droit. Ça semble être le même pilote qui déplace son poids à l'intérieur de son véhicule. Oh! On voit comment ça a maintenant dépassé une autre équipe et s'attaque à l'équipe des Mauves. Donc, Amtech Electrical Et c'est effectué, encore une fois. Donc, je rappelle à tout le monde que l'équipe des Oranges, c'est l'équipe de SAE Carleton, donc l'équipe d'ingénieurs qui sont en train de faire le design de la formule SAE, donc pour leur université. Donc, on sent que c'est des gens qui sont dans le domaine et puis qui ont possiblement beaucoup d'expérience derrière le volant. Donc, ça paraît dans leur performance aujourd'hui. Ça paraît certainement sur ce qui se passe sur la piste en ce moment. Je rappelle aux téléspectateurs, la Formule SAE, c'est une compétition universitaire, donc les équipes se font donner un moteur et certains règlements et ils doivent maximiser au maximum justement la performance du véhicule. Donc je ne suis pas tout à fait au courant des épreuves données, mais ce sont des bolides d'une vitesse impressionnante. Donc les équipes doivent complètement faire le design de la voiture. C'est de l'expérience qui sont bénéfiques pour eux ensuite sur leur marché du travail. Les étudiants qui font partie de ce groupe-là de l'Université Carleton sont en fait ici. Leur voiture est sur le terrain en exposition. Et demain, sur l'heure du lunch, ils vont en faire quelques tours sur la piste pendant la pause. Alors, les gens sont intéressés à voir ça, à venir parler avec les étudiants. C'est une belle opportunité ici localement. Je sais, pour en avoir entendu parler, que les compétitions se font habituellement là, à d'autres universités à l'extérieur d'Ottawa, soit au Canada ou aux États-Unis. Alors, c'est une belle opportunité cette fin de semaine, si ça vous intéresse de voir ce que ces gens-là font, de venir à Carrier's Corner et de parler avec eux. J'ai même lu donc un article de mon université, possiblement qu'un des anciens concepteurs de la formule SAE qui aurait eu un travail donc, dans une équipe de F1. Donc, ça peut être des débouchés intéressants pour nos futurs ingénieurs. Oh, on voit ici drapeau bleu. Alors, une équipe qui a fait donner un drapeau bleu qui signifie simplement qu'il y a un kart plus vite à l'arrière. Alors, c'est pour l'aviser qu'il va se faire dépasser.
Voilà, c'est quand l'équipe des Bleus ont dû laisser passer l'équipe des Roses dû à leur vitesse plus élevée. Alors, l'équipe des Roses est en fait commanditée par c'est l'équipe de Access Rigging. Access Rigging qui est un des partenaires significatifs qui supporte l'événement aujourd'hui. Alors, on remercie ces gens-là pour le support à l'événement. Ils ont en fait décidé là, de s'amuser et de participer à la course pour la charité. C'est en fait eux qui fournissent les structures qui sont utilisées par les caméras de Rogers TV, du canal Rogers en ce moment, qui nous permettent de voir ces vues plongeantes comme on voit à ce moment-ci. Alors, on les remercie pour ça. Donc, 25 minutes environ restantes à la course. Sylvain, les pilotes... oh! On a une... bris mécanique sur la piste présentement. Donc, il arrive vraiment de tout dans cette course. Des vols planés, des dérapages, des bris mécaniques. Et là, on verra probablement un remplacement de véhicule. Quelqu'un va partir du pit avec un véhicule de remplacement. On va les joindre. C'est l'équipe numéro 8, SAE. Donc, qui sont en train de se faire escorter en ce moment par un des officiels de la piste. Alors, la personne est en train d'enlever le transpondeur qui permet au système de chronométrage de savoir là, qui est en quelle position durant cet événement. Et un cœur de remplacement est en route. Et le pilote va changer, embarquer dans le nouveau kart et continuer la compétition. Donc, ce serait quoi la procédure? Je sais que la procédure de changement de kart est assez bien réglementée. Donc, dans ce cas-ci, on a un drapeau à changer, ce que je vois bien sur les images. Un drapeau, un transpondeur, c'est ce qui est en train de se faire installer en ce moment. Et ensuite, l'équipe va reprendre la compétition. Alors, ce changement de kart prend un certain temps, comme vous voyez. Alors, à la fin de la course, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un ajustement qui va être fait pour l'équipe numéro 8. Ils vont déduire un certain montant de temps à leur total pour la compétition. Et puis, ça va ajuster ça va possiblement là, ajuster leur position dans la finale. Donc, on voit rouler l'équipe en rouge, l'équipe de Soldier On. Donc, les cartes qu'on va rouler en ce moment, Sylvain, ce serait environ quelle puissance, si tu es au courant? C'est pas une question, non. Je peux pas dire que je sais qu'est-ce qu'ils ont comme engin dans ces moteurs, dans ces cartes-là. C'est quand même un kart qui va être assez lourd, étant donné le pare-choc autour et la carrosserie sur le dessus. Alors, ça doit être probablement un moteur d'une dizaine de forces qui est dans ça. Dans le langage du kart, donc quand on dit 10 forces, est-ce qu'il s'agit de 10 chevaux à vapeur? Oui, c'est bien ça. Alors, les capitaines de chaque équipe vont terminer la compétition. Nous sommes maintenant à environ 20 minutes de la fin de la course. Alors, les prochains changements qui vont s'effectuer mettra le capitaine de chaque équipe sur la piste.
Et on verra ce que ces gens-là feront en terminant la compétition. Oh! Ah, tout va bien. Est-ce qu'il y aura un dépassement de l'équipe? Les mauves qui sont pourchassent les bleus. Donc, Amtech Electrical Inc. Qui poursuivent RP Construction Inc. On voit tout de suite Sylvain l'effet d'être à l'extérieur ou à l'intérieur d'un virage. Ça, la ligne de piste, alors, à l'intérieur d'un virage, la trajectoire est moins longue qu'à l'extérieur. Alors, on a vu que l'équipe des Mauves a bien négocié ça et a pris la ligne la plus courte dans le virage et a effectué un dépassement sur les Bleus. Les Mauves sont présentement à la pourchasse de l'équipe rouge. Oh, cette fois-là, le pilote tente la ligne extérieure. Alors, probablement que ça ne fonctionnera pas. Et voilà. L'équipe rouge sort du virage en premier. Oh, l'équipe des Bleus qui joue le même tour à l'équipe des Mauves. Ah, changement de pilote maintenant. 3 équipes rentrent au puits pour le changement de pilote. L'équipe des Mauves s'en tire bien parce que là, c'était un dépassement assuré pour les Bleus pâles. Donc, l'équipe RP Construction Inc. On voit les membres de l'équipe là, qui nous disent ah, le puits est rempli, là, continuez à faire un autre tour avant de rentrer au puits, puis perd moins de temps. Alors, chaque équipe s'efforce d'effectuer le changement au puits le plus rapidement possible pour justement là, ne pas perdre trop de temps et pouvoir effectuer plus de tours. Alors, les bleus qui pourchassent les rouges. Les oranges qui sont en train de faire le changement de pilote. Donc, l'équipe de SAE Carleton. Et c'est reparti pour les oranges. Alors, la voie est libre. Les oranges rembarquent sur la piste. Deux cartes ici. L'équipe rouge vient effectuer un déplacement sur les rouges. Dépassement opportuniste de Science.ca. Capitaine de l'équipe orange, probablement ici. Vient d'effectuer un changement. On va négocier serré ici. 3 cartes. Compétitionne. OK. Le pilote à l'intérieur a la meilleure ligne de course. Suivi d'un virage de l'autre. Oups. Oh, il y a une collision ici. Kart numéro 3 de l'équipe numéro 3, l'équipe des Bleus a dérapé, donc perdu beaucoup de vitesse. Et les oranges. On voit ici la reprise.
On voit, Sylvain, que les karts de chez Carter's Corner ont tous installé un aileron sur leur kart. Donc, je sais pas à quel point ça peut jouer sur les performances. À cette vitesse-là, l'aileron ne change pas beaucoup la performance du kart. C'est quand vraiment tu arrives à des vitesses très significatives que là, il y a un effet d'aérodynamique, peut-être comme on voit dans les Formule 1. Mais à cette vitesse-là, c'est plus pour rehausser l'expérience du pilote. Donc, est-ce qu'il y a certaines catégories de karts qui vont assez vite pour avoir des ailerons? Pas à ma connaissance, non. La plupart des karts de compétition qu'on voit ici au Canada, là, dans les compétitions régionales, les provinciales et même la nationale, sont des karts sans carrosserie. Alors, on voit le pilote et tous les mécanismes sont exposés. Oh, Question de minimiser le poids, j'imagine. Minimiser le poids, oui. Oh, yeah. Une autre sortie de piste. L'équipe des gris ici qui essaie d'effectuer un dépassement sur les rouges. Et ce sera presque. Je pense que ce sera réussi. Donc, on voit qu'on s'amuse chez nos participants. Oui. L'équipe des Podium Seekers qui semble bien s'amuser, oui. Le pilote semble être assis d'une façon très compacte. Possiblement pour minimiser le Alors, le pilote pour l'équipe des gris, il est en piste en ce moment, c'est, je crois, Nairo Valente. Ou ça pourrait être son frère Nick. Ils ont un air de famille définitif. Oh! Les Bleus qui a perdu de la vitesse dans ce virage ici, encore une fois. Un changement de pilote pour l'équipe numéro 1. On voit ici donc les participants de l'équipe numéro 6 de Race King. Ça me semble bien que c'est Nairo Valente qui ferme la marche pour l'équipe de Podium Seekers. Donc, il reste un peu plus de 10 minutes à la course. Oh, ils ont effectué un autre changement de pilote. Alors, possiblement que c'était pas lui qui allait fermer la marche. Oui, c'est ça. Nick Valente va maintenant prendre le volant. Tu sembles connaître bien ces pilotes, Sylvain. Est-ce que c'est des collègues de kart dans des catégories plus élevées? Non, en fait, ces gens-là font partie de l'équipe d'organisation de l'événement cette fin de semaine. Alors, moi aussi, étant donné que je fais partie de l'équipe d'organisation, j'ai appris à connaître ces gens-là. Ce qui me permet de les reconnaître à l'écran. L'organisation, donc, qui a fait tout un travail cette fin de semaine et qui va se poursuivre demain.
En effet. Alors, il reste environ 10 minutes à la compétition. Alors, 10 autres minutes pour chaque équipe pour essayer d'améliorer le classement. Donc, on peut faire un tour en combien de temps environ avec ces bolides-là, Sylvain? Les gens de Karters, comme je vous expliquais tantôt, ont augmenté un peu là, la performance ou la puissance des karts pour la course du maire. Alors, je dirais probablement une minute 45, quelque chose comme ça. Donc, au moins une cinquantaine de tours là, pour la course 1h30. Ouais. On a des officiels aussi tout autour de la piste. Alors, le service d'officiel est fourni gracieusement par le Motorsport Club of Ottawa, le club de sport automobile de la région d'Ottawa. Alors, on remercie ces gens-là pour... eux aussi, ils supportent l'événement et ils supportent cet événement de charité en donnant le service gratuitement pour contrôler ce qui se passe sur la piste en ce moment. Les compétiteurs ont été informés au début de la piste là, sur la réglementation et les choses qu'ils pouvaient faire et ne pas faire. Alors, suite à lorsque la compétition sera terminée, il y aura possiblement des pénalités qui auront été assignées à certaines équipes s'ils ont commis des infractions. Alors, ces pénalités-là vont se transformer en pénalité de temps qui sera déduite qui sera en fait ajoutée à le temps final. Et puis de là sera dérivé le classement final officiel des résultats de la compétition. Donc, parmi les règlements généraux en karting, comment ça fonctionne? Est-ce que celui qui est, exemple, à l'avant dans le virage a la priorité? Oui, celui qui est en avant a la ligne de course. Maintenant, si un autre compétiteur réussit à se déplacer ou à se positionner pour être à la même hauteur que la personne qui est en avant, la personne qui est en avant a le devoir de lui laisser de l'espace pour manœuvrer. Et puis, ça, c'est une des situations qui pourrait peut-être résulter dans des pénalités. C'est aussi lorsqu'on est dans un grand bout droit, comme on voit en ce moment à l'écran, il est interdit de changer de gauche à droite, de zigzaguer pour empêcher quelqu'un de vous dépasser. Alors, ça, c'est un comportement qui pourrait causer des accidents. Alors, ça, c'est interdit. Alors, si des équipes des pilotes qui ont fait ça aujourd'hui, ils ont possiblement une pénalité qui sera appliquée. Alors, la plupart de ces règlements-là sont axés sur, comme on parlait tantôt, là, de maintenir un environnement de compétition qui est sécuritaire pour tout le monde. C'est une question aussi, j'imagine, d'esprit sportif et de règles équitables pour tout le monde lors d'une course. C'est ça. Alors, 6 minutes à faire, ce qui veut dire environ 3 à 4 tours. Et on verra le drapeau à damier s'agiter. Donc, on voit rouler en ce moment l'équipe Access Ringing Services qui ont gracieusement offert les services d'infrastructure, de structure pour les caméras.
En fait, pour les caméras et pour le déroulement de la compétition aussi. Et sur quelques prises de vue, là, on verra, il y a une tour qui a été érigée à la ligne de départ et d'arrivée pour permettre aux officiels qui, justement, contrôlent là, les opérations sur la piste d'avoir une bonne visibilité de tout ce qui se passe sur la piste. Et du côté sud, non loin des paddocks pour les cartes de compétition, il y a aussi une grosse tour qui a été érigée pour permettre aux mécaniciens d'observer ce qui se passe avec le véhicule et d'être mieux informés pour faire des ajustements pour les prochaines sessions. Donc, à ce moment-ci de la course, j'imagine qu'il reste 2, peut-être 3 tours à effectuer pour chacune des équipes. Quand le temps arrive à 0, c'est quoi la règle? Est-ce qu'on peut continuer pour faire effectuer son dernier tour? Chaque équipe va compléter le tour dans lequel ils sont en ce moment et ensuite rentrer au puits. Et puis là, les officiels vont déterminer, appliquer les pénalités et déterminer le classement final. Alors, on voit le camion de Rogers qui est ici. On est en fait situé dans un de ces camions-là. Oh, les Podium Seekers rentrent au puits. Je vois aussi un pilote qui semblait être à pied. Je ne sais pas s'il y a eu un ennui mécanique ou si c'était un participant qui avait déjà fait ses tours. Une belle prise de vue ici de l'équipe SAE Carleton. Donc, nos experts ici en course automobile qui auront probablement gagné le nombre de tours. Possiblement, et c'est dur de notre point de vue ici en ce moment de s'affirmer sur qui est en première position. On a le bénéfice, ou les gens qui contrôlent la piste ont le bénéfice d'avoir un système électronique basé et qui garde un compte automatiquement de tout ce qui passe sur à la ligne d'arrivée. Alors, ça va être intéressant de voir dans quelques instants qui a gagné l'événement. Définitivement que l'équipe SAE semble très rapide sur la piste. On les voit appliquer diverses techniques de pilotage, avancer en kart. Il semble qu'il reste environ 1 minute à faire. C'est probablement le dernier tour. Ça a vraiment été une température idéale aujourd'hui pour un événement comme celui-là. Donc, il fait très beau, très ensoleillé aujourd'hui. Je voyais avec la température et
La météo, les prévisions météo sont pour une température similaire demain, alors ça devrait faire une compétition demain également très intéressante. Une course sans doute très rapide pour demain. Il y a vraiment une compétition jusqu'à la toute fin là, et c'est terminé. Donc, les équipes qui doivent terminer leur tour. Et puis, là, ils pourront effectuer un tour supplémentaire. Grosse compétition entre l'équipe... les Roses qui viennent de dépasser, oui. L'équipe Access Ringing Services. Et l'équipe des Rouges Soldier On. Donc, toute une fin de course avec ces deux équipes. On est vraiment intense jusqu'à la toute fin. On avait une belle vue là, de tout ce qui se passe sur la piste. De cette langue qu'on avait là, il y a quelques instants. Ah, voilà. Alors, ce qu'on voit dans le fond, c'est les paddocks où se trouvent les compétiteurs pour la compétition de demain. Et la ligne de départ et d'arrivée qui est à notre droite. Donc, les équipes qui continuent à rouler, je ne sais pas si la fin de la course a officiellement sonné. On n'a pas vu le drapeau à damier encore, hein, dans aucun des plans de vue qu'on avait. Alors, la compétition continue. Oh, c'est de la courtoisie ici. Là. On est très poli dans les dépassements. Oui. Et voilà, le drapeau à damier est sorti. La première équipe à passer, l'équipe des Roses. Suivi de l'équipe des Mauves. Donc, Amtech Electrical Inc. Alors, nous allons maintenant passer à une courte pause et on vous revient dans quelques instants avec la cérémonie de remise des prix aux gagnants. Alors, les résultats sont maintenant compilés et on voudrait féliciter Science.ca Ringers pour avoir remporté la compétition. Et en deuxième position, les Podium Seekers. Et en troisième position, Access Rigging. Alors, on vous remercie d'avoir été des nôtres. Bruno et moi avons bien apprécié avec vous pendant cet événement. Et à l'année prochaine.